Alors applaudissez à tout rompre Catherine Guindon du comité organisateur. Vous remarquerez une particularité de notre question qui est vers la paix. En fait, c'est une drôle de question. C'est comme un complément circonstanciel de but ou de direction. La question, effectivement, elle se veut générale, énigmatique. En fait, elle est elliptique. Oui, c'est bel et bien une ellipse. C'est-à-dire que c'est un énoncé dans lequel il manque des mots, hein, d'une certaine manière, pour faire une question complète. Donc, ce sera aux étudiants et aux étudiantes d'interpréter la question selon le sens qu'ils veulent lui donner, en ajoutant un sujet, un verbe et d'autres compléments de leur choix. Donc, ça, c'était pour la capsule linguistique. Maintenant, je vais vous présenter la présidente d'honneur pour notre édition 2026. Alors, c'est Mme Ryoa Chung qui nous a fait l'immense plaisir d'accepter de présider l'édition 2026. Mme Chung est professeure titulaire au département de philosophie à l'Université de Montréal. Elle est aussi présidente de l'Association canadienne de philosophie et co-directrice du Centre de recherche en éthique. Elle a été la lauréate d'un prestigieux prix, qui est le prix de la recherche de la Fondation de la Croix-Rouge française en 2023. Son domaine d'expertise est l'éthique des relations internationales et la philosophie politique appliquée. Ses travaux visent à mieux comprendre les injustices relatives à la production et à la perpétuation des inégalités dans le domaine de la santé. Elle s'intéresse notamment aux injustices épistémiques, c'est-à-dire la manière dont certains groupes sont marginalisés, pas seulement en raison de facteurs matériels, mais aussi et surtout en raison de questions qui sont liées au savoir, à la connaissance. Ces travaux portent également sur la notion de vulnérabilité structurelle de santé en lien avec les populations fragilisées, telles que les réfugiés. Elle s'intéresse aussi aux perspectives féministes pour mieux les intégrer dans le champ de l'éthique internationale. Donc, pour un concours dont le thème est vers la paix, sa présence s'imposait à nous naturellement. Donc, nous sommes très heureux et honorés de l'accueillir comme présidente d'honneur. On peut l'applaudir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, si vous avez manqué la chute spectaculaire de tout à l'heure, en tout cas, c'était mon entrée triomphale dans le cadre de ce gala. Mais sérieusement, je suis absolument honorée de pouvoir présider le prochain concours. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier les organisateurs de m'avoir invitée. En plus, c'est mon alma mater ici, le Cégep Saint-Laurent, où j'ai fait mon DEC. J'ai travaillé pendant 2 ans au café étudiant. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de bonheur que je reviens ici pour pouvoir, en fait, amorcer le prochain concours qui porte sur un thème, évidemment, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'était, en fait, à l'origine de mes recherches de thèse de doctorat et même de maîtrise. C'était sur le projet de paix perpétuel de Kant. J'en profite pour d'abord remercier l'animateur que j'ai trouvé absolument fabuleux toute la soirée. Alors, à son tour d'être applaudi. Merci infiniment à Pierre-Alexandre Fradet, à Catherine Guindon, à tous les collègues de ce merveilleux département de philosophie. Merci au Cégep Saint-Laurent et félicitations à tous les finalistes. Sincèrement, j'ai été assez impressionnée on a quand même des copies sur la table et donc j'ai pu feuilleter quelques extraits et vraiment être assez soufflée par la qualité des textes, même si je n'ai pas pu éplucher tous les textes aussi minutieusement que je l'aurais souhaité. Mais j'ai aussi été très impressionnée par votre capacité de prendre la parole à l'improviste un peu. Et c'était très articulé et ça donnait vraiment envie de lire vos textes. Et félicitations à la lauréate, félicitations à tous ceux et celles qui ont participé et aux 150 participants, évidemment, de ce concours. Je crois que la philosophie peut reposer sur une belle relève. Et donc, on m'a demandé de dire quelques mots au sujet du prochain thème du concours philosophie. Alors, évidemment, je crois d'ailleurs que les étudiants en ont même parlé dans le contexte du concours de cette année, c'est-à-dire les circonstances très tourmentées
dans lesquels nous coexistons présentement. Nous vivons dans un monde tourmenté, nous vivons dans un contexte de polycrise. C'est un nouveau concept qui apparaît sur la place publique. Donc, l'idée que plusieurs crises aboutissent vers la tempête parfaite. Et donc, on parle de la crise environnementale. On vient de sortir d'une crise sanitaire et sans doute qu'il y en aura d'autres à l'horizon. On parle de crise politique qui se déploie à travers le monde dans certains contextes avec une violence inouïe. On parle aussi de l'érosion de la démocratie et de tous les impacts également que ça peut avoir sur les droits humains fondamentaux et sur les possibilités des solidarités internationales. Et donc, c'est dans ce contexte très mouvementé et très trouble que le comité organisateur a identifié ce thème. Et j'aime bien la façon que Catherine a présenté le sujet de la dissertation à venir. C'est aux étudiants, c'est aux étudiantes, aux participants de compléter, au fond, la question vers la paix, mais ça peut en effet, prendre beaucoup d'avenues. Et vous lirez donc le merveilleux texte qui a été rédigé par Pierre-Alexandre Fradet, qui va sûrement stimuler et vous inspirer. Mais en ce qui me concerne, donc, je vais vous répéter des notions qui sont un peu classiques en philosophie, mais simplement pour vous indiquer la variété des perspectives que l'on peut explorer en abordant ce thème. Alors, je faisais mention à Emmanuel Kant, projet de paix perpétuel. Kant est un philosophe allemand du 18e siècle très célèbre. Les étudiants et les étudiantes en philo, vous savez évidemment de qui il s'agit, et les collègues aussi, les tuteurs que nous remercions aussi et que nous félicitons également. Et donc, Emmanuel Kant, en 1795, publie le projet de paix perpétuelle. Alors, c'est une œuvre très tardive. Et Kant a vécu très longtemps. Et donc, à la fin de sa carrière intellectuelle, il commençait à rêver à un projet de paix perpétuelle qui a été moqué de son vivant. Donc, qui a été passablement mal reçu par la critique contemporaine de sa génération. On l'a traité de philosophe vieillissant, de philosophe sénile. On s'est moqué du projet de paix perpétuel comme d'une simple utopie très naïve. Il s'inscrivait aussi dans l'héritage de l'abbé Saint-Pierre, qui est considéré maintenant comme un des précurseurs de l'Union européenne. Et Emmanuel Kant, eh bien, figurez-vous que 2 siècles plus tard, lorsque le président américain Woodrow Wilson va instiguer la Société des Nations au lendemain des horreurs de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, la légende raconte, avait pour livre de chevet le projet de paix perpétuel de Emmanuel Kant. Alors, comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Il fait même partie de la philosophie pratique de Kant, dont certaines de nos collègues, dont Marceline Moret est une grande spécialiste aussi. Pour Kant, c'était très important de ne pas perdre espoir. Il en allait même du sens de l'existence, du sens éthique et aussi de l'orientation politique de la condition humaine. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on peut parler de ça. Chez Kant, dans le projet de paix perpétuel, il y a 3 articles définitive. Et je vais interpréter cela de façon très contemporaine, mais ça pourrait prêter à réfléchir, même spontanément comme ça, si on avait eu le temps de faire une table ronde entre nous tous. Mais la première intuition de Kant, c'est que la nature du régime domestique, c'est-à-dire la nature du gouvernement, la nature du régime interne d'un pays, va avoir un impact sur la qualité passigène ou belliqueuse de ses politiques extérieures. Alors, l'intuition, essentiellement, consiste à dire ce sont les démocraties qui vont porter, comme à son époque les constitutions républicaines, qui sont les plus soucieuses du respect des droits humains, qui vont porter le projet de paix perpétuelle. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas qu'il y aurait une sorte de relation nécessaire entre le type de régime au sein d'un pays et la possibilité de lier des relations pacifiques avec les voisins? Première intuition. La deuxième intuition, et ça va loin parce que, en fait, Kant pensait que le projet de paix perpétuel naîtrait des relations forcément amicales entre les démocraties. Alors, la thèse de l'alliance démocratique naturellement pacifique, est-ce que c'est quelque chose que l'histoire a démenti ou est-ce que c'est quelque chose, une intuition qu'il faut encore travailler pour les générations futures? Une question à se poser. Dans le sillage de l'héritage de Kant, la deuxième intuition de Kant très forte était l'idée que le projet de paix perpétuel serait le résultat d'une sorte d'alliance entre les États qui établirait volontairement
c'est-à-dire par leur consentement libre et jamais sous la coercition, une sorte de Société des Nations, une sorte d'organisation des Nations Unies, mais sans jamais devoir s'en remettre à un gouvernement mondial, parce que pour Kant, la menace d'un gouvernement mondial était aussi, d'une certaine façon, la menace d'un pouvoir hégémonique sans possibilité d'exit, ou la menace d'un impérialisme idéologique duquel on ne pourrait pas s'extirper. Alors, pour lui, c'était très important de penser les projets de paix perpétuels et internationaux comme une alliance, une solidarité volontaire entre des États souverains. C'est une idée assez extraordinaire aussi. La troisième idée, c'est évidemment en cela que Kant a été très connu, c'est l'émergence du droit cosmopolite, c'est-à-dire le droit que tout être humain, en vertu de notre commune humanité, devrait pouvoir se prévaloir de, peu importe sa nationalité et peu importe où il se trouve. Alors l'idée, n'est-ce pas, qu'on pourrait établir une conception universalisable des droits humains fondamentaux qui dépasse et traverse les frontières, c'est une idée typiquement kantienne. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui liraient le préambule de la Déclaration onusienne des droits humains fondamentaux, on retrouve beaucoup le vocabulaire de la philosophie morale et politique de Kant dans ce texte-là. Une autre perspective complètement différente, c'est, je fais référence ici à un très bel échange épistolaire qu'il y a eu entre Freud et Einstein en 1932. Certains parmi vous connaissez très bien cet échange épistolaire, effectivement, qui est devenu célèbre. Mais encore une fois, à l'invitation d'un organisme lié à la Société des Nations, on a invité deux des plus grands penseurs de leur génération, Freud et Einstein, à l'aune de la montée du Troisième Reich. En fait, c'était plutôt la montée du national-socialisme qui va donner lieu au Troisième Reich et évidemment donc à l'horreur de l'Holocauste dont Einstein et Freud ont été victimes dans la mesure où ils ont dû fuir leurs pays respectifs. Einstein pour trouver refuge à l'Université de Princeton aux États-Unis et Freud qui a trouvé refuge à Londres, mais qui a perdu en fait, ses sœurs et une bonne partie de sa famille qui ont été effectivement, qui sont décédées dans les camps de concentration. Mais avant cette horreur, il y avait de l'ombre à l'horizon. Et donc, Einstein et Freud commencent à correspondre sur le thème suivant. Comment penser, pourquoi la guerre, à quoi pourrait-on imputer le phénomène de la guerre? Alors, essentiellement, c'est un dialogue que je vous invite à lire et à découvrir par vous-même, mais je retiens simplement deux grandes idées très fortes de Freud, notamment, qui va essayer d'expliquer le phénomène de la guerre dans la nature humaine, à travers les pulsions de vie et les pulsions de mort, qu'il va appeler Eros et Thanatos. Et donc, il y a c'est un fil conducteur qui remonte même depuis l'Antiquité et qui va traverser tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui porte en soi le germe du mal radical, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui le porte plutôt à une sorte de bienveillance naturelle? Alors, c'est toute la dialectique de la sociabilité insociable, de l'insociabilité, de l'insociable sociabilité dont parlait Kant pour expliquer cette espèce de mystère dans la nature humaine. Pourquoi la guerre? Alors, on pourrait aussi sonder la question qu'est-ce qui pourrait, dans la nature humaine, nous faire croire à la possibilité de la paix ou nous interdirait d'espérer une finalité aussi harmonieuse pour l'espèce humaine. Peut-être donc, juste pour terminer, donc, il y a plusieurs pistes de recherche aussi. Par exemple, en théorie des relations internationales, la doctrine la plus classique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été développée notamment par un survivant de l'Holocauste aussi, Hans Morgenthau, qui lui a développé et fondé l'école réaliste, selon laquelle la réalité politique, c'est le fait de reconnaître de façon lucide et implacable l'égoïsme tout à fait naturel et rationnel des États qui chacun poursuivent librement et sauvagement leurs propres intérêts égoïstes parce que, à l'échelle internationale, c'est un État sans foi ni sans loi, c'est un État d'anarchie. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'il y a des conflits un peu partout à travers le monde depuis tout temps, depuis la guerre du Péloponnèse jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est une thèse réaliste contre laquelle, par exemple, les perspectives féministes ont tenté de dénoncer, de critiquer, et elles ont invoqué, par exemple, encore une fois, à l'aide de l'histoire, l'idée que
Prenons par exemple la lutte pour les droits des femmes, qui, dans la vaste majorité de son histoire, a toujours été pacifiste. Et pourtant, qui a donné lieu à de grands progrès sociaux. De même en est-il, par exemple, de la lutte pour les droits civils, qui a été pacifiste. De même, le démantèlement de l'apartheid a été pacifiste. Et donc, n'y a-t-il pas lieu de croire que nous avons la possibilité, entre êtres humains et entre sociétés, de résoudre nos litiges par les voies de la raison, par les voies de la bienveillance, plutôt que par les voies des armes et de la violence. Alors donc, plusieurs perspectives qui peuvent donner espoir, j'espère, et qui peuvent aussi peut-être faire désespérer, mais je préfère conclure avec la note d'espoir. Et donc, j'espère que les étudiantes et les étudiants de la prochaine année, que nous avons très hâte d'accueillir à l'université. D'ailleurs, si tel est votre souhait, sinon, ce n'est pas grave. Nous vous souhaitons une belle continuation. Et en ce qui nous concerne, nous avons très hâte de lire la prochaine cohorte des finalistes de ce formidable concours. Alors, merci beaucoup. L'erreur